Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers auditeurs qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vais en effet évoquer ces personnages qui ont fréquenté le tombeau de Napoléon, essentiellement au XIXe siècle. Je me limiterai à ce siècle que je connais un peu, qui s'arrête pour moi en 1914, et vous comprendrez pourquoi à la fin. En 2004, l'historien américain Stephen Englund, qu'un certain nombre d'entre nous ont bien connu, publiait aux États-Unis une biographie de Napoléon qui a été ensuite traduite en français. Au moment de rendre son manuscrit, et j'en avais discuté avec lui, il s'interrogeait sur la manière de débuter son livre. Une visite aux Invalides lui donna la solution. Il commencerait par la visite au tombeau, non sans l'avoir comparé à d'autres sépultures célèbres, avant de conclure « Visiter les Invalides est comme visiter le monument de Lincoln à Washington. Au milieu de tout ce marbre funéraire, de cet espace à l'étouffante géométrie, quelque chose est vivant. » Et d'ajouter « Au tombeau de l'empereur se passe quelque chose de différent. Les profondeurs vous renvoient votre regard. » Il est probable que l'historien Englund, spécialiste du nationalisme, ait alors à l'esprit la fameuse rencontre des Lorrains au tombeau de Napoléon, mise en scène par Maurice Barrès dans Les Déracinés. Sans doute avait-il aussi en mémoire la page que Victor Hugo a consacrée à sa propre découverte de la chapelle Saint-Jérôme le 8 mai 1841, chapelle devenue en quelques mois un lieu de pèlerinage pour un peuple en mal de culte impérial, avant évidemment le déplacement du corps de Napoléon dans la crypte. La foule, écrit-il, je parle de Victor Hugo, était là, comme devant un autel où le Dieu serait visible. Depuis 1840, et surtout depuis le Second Empire, la visite au tombeau de Napoléon est devenue l'un des passages obligés pour les visiteurs se rendant à Paris, qu'ils viennent de province ou de l'étranger. Certaines années, la foule est innombrable, par exemple à l'occasion des expositions universelles. Et je voudrais, dans cette brève communication, m'en tenir non pas à l'ensemble des visiteurs, mais à ceux qui ont laissé une trace de leur passage ou dont la presse fait mention. Ce sont essentiellement des chefs d'État dont nous parlerons. Et ce, afin de comprendre comment la visite au tombeau de l'empereur s'inscrit très tôt dans un processus diplomatique qui fait fi des changements de régime. Alors, qui sont les premiers visiteurs ? Les visites de hauts dignitaires étrangers sont rares à la fin de la monarchie de Juillet. En septembre 1844 arrive à Paris Hussein Bey, le troisième fils du pacha d'Égypte, Mehemet Ali, allié traditionnel de la France depuis son accession au pouvoir en 1805, et que la France, isolée diplomatiquement, n'avait pu soutenir en 1840, subissant en juillet un Waterloo diplomatique, pour reprendre le mot de Lamartine. Il est accompagné d'Ahmed Bey, le fils aîné d'Ibrahim Pacha, qui lui-même est le fils et le successeur désigné de Mehemet Ali. Les deux jeunes gens ont le même âge et ont été envoyés en France pour y parfaire leur éducation militaire en compagnie d'une trentaine de jeunes Égyptiens. L'une de leurs premières visites est pour le tombeau de Napoléon, où ils se rendent dès le 19 septembre. 2 ans plus tard, c'est au tour d'Ibrahim Pacha de venir en Europe occidentale. Fils aîné de Mehemet Ali, on vient de le voir, il conduisait l'armée égyptienne qui a vaincu l'armée ottomane en 1839, menaçant Istanbul avant que la coalition anglo-russe ne contraigne les Égyptiens à évacuer la Syrie. Il est donc un symbole du lien noué entre la France et l'Égypte. Il visite, lui aussi, les Invalides en avril 1848. Conduit au tombeau de l'empereur, il resta, nous disent les chroniques, longtemps plongé dans un respectueux recueillement. Quelques mois plus tard, la France accueille en grande pompe le bey de Tunis, reçu comme un souverain, alors que la Tunisie reste théoriquement sous la suzeraineté de l'Empire ottoman, qui en prend du reste quelque ombrage, au point que l'ambassadeur turc faillit redemander ses passeports. Vous voyez, tout cela reste d'actualité en matière de diplomatie. Ce voyage a été préparé par une visite du duc de Montpensier à Tunis l'année précédente, dans un contexte d'apaisement des relations entre les deux pays, notamment sur le terrain religieux.
Le Bey a laissé construire un monument en l'honneur de Saint-Louis à Tunis. Arrivé à Paris, il se rend aux Tuileries dès le lendemain de son arrivée, le 24 novembre 1846, et devant le tombeau de Napoléon s'exclame « Voici, celui qui a rempli l'univers de son nom et dont la gloire éclaire encore le monde. » Et il ajoute, à propos de l'épée d'Austerlitz, « Cette épée a remporté bien des victoires. Mais la plus belle, c'est quand les Français s'égorgeaient entre eux de les avoir défendus contre eux-mêmes et de leur avoir donné la paix. » Ainsi, vu de l'étranger, Napoléon apparaît non seulement comme chef de guerre, mais aussi comme pacificateur. On voit enfin passer aux Invalides un prince danois dans ces années 40, le duc de Holstein-Glücksbourg, accompagné de sa femme, qui visite le tombeau en octobre 1847. 7 ans après le retour de Napoléon en France, les cendres de l'empereur ne suscitent cependant pas encore un engouement majeur auprès des têtes couronnées. Les choses vont changer avec le Second Empire qui marque en la circonstance un tournant. La situation, en effet, évolue à partir de l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte. À peine élu président de la République, il décide en effet de confier à son oncle Jérôme, l'ancien roi de Westphalie, la garde du tombeau de son frère, en le nommant gouverneur des Invalides. Jérôme a servi dans la Grande Armée, pas toujours avec efficacité, j'avais eu l'occasion de le montrer jadis, mais il était à Waterloo, ce qui le dédouane des erreurs précédentes. Par ailleurs, Louis-Napoléon réinvestit les lieux. Il est présent, je pense que Juliette Glickman nous en parlera, à la messe du 5 mai en mémoire de Napoléon, entouré pour la première fois en 1849 des membres de la famille impériale présents à Paris et est à nouveau présent les 2 années suivantes. Il assiste également au service funèbre des maréchaux morts dans la période, mais ne sera plus présent aux Invalides par la suite. Jérôme, de son côté, remplit son office de gardien du tombeau. Lors de la messe du 5 mai 1850, il accueille ainsi la grande-duchesse douairière de Bade, autrement dit Stéphanie de Beauharnais, qui n'avait pas hésité à courtiser, je vous le rappelle, quelques jours seulement après son mariage avec Catherine de Wurtemberg, qui en nourrit quelques désespoirs. Dans les mois suivants, il reçoit de hautes personnalités, mais pas de tête couronnée. Par exemple, il reçoit le Premier ministre du Bey de Tunis, le 4 mai 1852. Le 16 octobre de la même année, Abdelkader, libéré par le prince-président, est reçu quasiment comme un chef d'État à Paris. L'une de ses premières visites, le 2 novembre de la même année, est pour le tombeau de Napoléon. Il se prosterne sur le marbre et fait ses prières, raconte la presse. En mai 1953, les Invalides reçoivent la visite du duc d'Eugène, frère du roi de Sardaigne, premier prince d'une famille régnante à se rendre à Paris depuis le coup d'État, dans le cadre d'une amorce de rapprochement franco-piémontais qui se traduira par une alliance militaire au moment de la guerre de Crimée. Mais dans cette première phase du Second Empire, il semble que la visite aux Invalides ne soit pas encore systématique de la part des souverains étrangers en visite à Paris. La visite de la reine Victoria en août 1855, qui est l'épisode le plus connu, marque de ce fait un tournant dans l'histoire du monument. L'alliance franco-anglaise s'est affermie au moment de la guerre de Crimée. Elle s'est concrétisée par un premier voyage de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie en Angleterre en avril 1855, auquel répond la reine Victoria en août. Elle saisit alors l'occasion de venir visiter l'exposition universelle. Accompagnée du prince Albert, mais aussi du prince de Galles, le futur Édouard VII, et de sa fille Victoria, la future impératrice d'Allemagne, elle visite les principaux sites de la capitale, sans omettre de se rendre également à Versailles. Son programme est comme souvent à la circonstance chargé. Le vendredi 24 août, la visite aux Invalides était prévue à 5 heures de l'après-midi, après une revue militaire au Champ de Mars. Mais la chaleur est telle en cette période estivale que Napoléon III décide de différer de 2 heures la revue, si bien que le cortège n'arrive qu'un peu avant 7 heures du soir aux Invalides. Croyant la visite décommandée, le maréchal d'Ornano, gouverneur des Invalides, avait rompu les rangs et doit rappeler à la hâte les pensionnaires de l'hôtel qui se mettent en position dans la cour d'honneur, éclairés par, nous disent les chroniques, des torches rapportées précipitamment. C'est donc à la lueur de ces flambeaux que la souveraine et son époux entrent dans la chapelle Saint-Jérôme. L'orgue entonne « God Save the Queen », Madame Baroche, présente, raconte la scène. Elle nous raconte
l'approche de la reine qui s'agenouille devant le cercueil. Dans la chapelle, je cite, où reposent les restes précieux du martyre de Sainte-Hélène, l'effet fut saisissant et immense, car chacun dut penser que cette visite n'était pas un simple hommage rendu à la mémoire d'un grand homme, mais une démarche solennelle, une réparation, une amende honorable au passé. Le roi Jérôme, gardien honoraire du tombeau, est absent. Il considère cette visite de la reine d'Angleterre en France comme une provocation. Il ne se voyait pas faire les honneurs des Invalides à la souveraine qui représente le pays, ayant enfermé son frère. Et il le dit du reste sans détour à sa fille Mathilde, je cite, « J'ai rempli un devoir en faisant une visite à la reine d'Angleterre, et je me suis applaudi d'avoir remis à l'empereur, entendez naturellement Napoléon III, avant son arrivée en France, les clés du tombeau de mon frère, car, tant qu'elles auraient été dans mes mains, il m'eût été impossible d'y introduire le chef du gouvernement qu'il a assassiné sur le rocher de Sainte-Hélène pour prix de sa loyale confiance en lui. » Allusion à la lettre écrite par Napoléon en 1815 au prince régent d'Angleterre. Jérôme révèle dans cette affaire qu'il est d'une autre génération et qu'il lui manque sans doute une once de sens diplomatique. D'après le maréchal Canrobert, qui a fréquenté le couple royal anglais à Paris, la reine Victoria tenait beaucoup à cette visite, qu'elle considérait comme la plus considérable de son séjour dans la capitale. Je le cite encore, « Dans le sentiment de la reine, c'était la consécration la plus formelle de l'alliance qui l'unissait maintenant au neveu de ce Napoléon que l'Angleterre avait fait mourir sur un rocher perdu dans les océans. » Si la visite de la reine fut brève, 20 minutes, souligne la presse, elle n'en a pas moins marqué la souveraine britannique qui confie dans son journal « Moi, la petite fille du roi qui le haïssait le plus, et auprès de moi, le neveu de l'empereur, devenu mon plus proche, mon plus cher allié. » À partir de cette rencontre, le rythme des visites s'accélère. En 1855, le duc et la duchesse de Brabant ont également profité de l'exposition universelle pour venir passer 3 semaines à Paris. Âgé de 20 ans, le futur Léopold II, petit-fils du roi Louis-Philippe, lequel fit, on l'a vu avec Hervé Robert, revenir les cendres de Napoléon en France, ne peut imaginer que sa fille Clémentine épousera le petit-fils de Jérôme, Victor. Le couple visite le tombeau le 21 octobre 1855. Le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel, vient lui aussi visiter l'exposition universelle en 1855. La France et le Piémont sont désormais alliés dans la coalition forgée contre la Russie. Et à l'occasion de sa visite aux Invalides, il rencontre un ancien sarde qui avait déserté avant de s'enrôler dans la Légion étrangère et qui lui demande grâce. Victor Emmanuel l'accorde naturellement. Au début de l'année 1857, le grand-duc Constantin, le frère du tsar Alexandre II, effectue une longue tournée en Europe occidentale. Grand amiral de la flotte russe, il est chargé d'examiner les installations portuaires de France, d'Italie et d'Angleterre, et se rend notamment à Toulon et Bordeaux. Mais sa mission a aussi un caractère diplomatique. Le séjour est naturellement l'occasion d'une visite au tombeau de l'empereur qui ne dure pas moins de 2 heures, nous disent les articles de presse. Il a aussi l'occasion de s'enthousiasmer pour les objets napoléoniens de la collection personnelle de Napoléon III. Il est également reçu au Palais Royal par l'ancien roi de Westphalie, Jérôme. 1 an après la signature du traité de Paris qui mettait fin à la guerre de Crimée, Constantin est le premier prince russe à venir en France depuis le tsar Alexandre en 1815. À partir de 1861, c'est-à-dire à partir du moment où le corps de Napoléon est dans la crypte, la visite aux Invalides change de nature. Le corps de Napoléon rejoint alors les objets du culte réunis en décembre 1840 et qui, depuis 1853, avaient été déposés dans la crypte. Un nouvel afflux de visiteurs se presse. En 1862, on peut le noter au passage, intervient la mort de Jean-Noël Santini qui avait accompagné Napoléon à Sainte-Hélène et occupait depuis le début du Second Empire la place de gardien du tombeau. Sa mort fait perdre une des mémoires vivantes du lieu. La place est prisée. Il sera, 1300 candidatures quand même, il sera remplacé
par un invalide ancien de la Grande Armée également, Pierre-Julien Heudier. L'exposition universelle de 1867 attire un nombre considérable de princes et de souverains, occasion d'échanges diplomatiques, bien sûr, au sommet de l'État. La venue du tsar Alexandre II à Paris en juin est un événement bien connu. C'est la première fois depuis 1815 qu'un souverain russe revient à Paris. Il est accompagné du tsarévitch, le futur Alexandre III, et du grand-duc Vladimir, ainsi que d'une suite imposante. Il loge au palais de l'Élysée. Le 5 juin, il visite les Invalides, mais son séjour parisien est surtout marqué par la grande revue militaire qui se déroule le lendemain à Longchamp, en présence également du roi de Prusse. On le sait, au retour, il est victime d'un attentat perpétré par un exilé polonais. À la différence du tsar, le roi de Prusse, venu à Paris, accompagné de son épouse et de Bismarck, ne s'est pas rendu aux Invalides. En revanche, la reine de Prusse, elle, s'est recueillie devant le tombeau de Napoléon avant de visiter l'infirmerie. On le voit, les tensions entre la France et la Prusse sont encore palpables autour de la mémoire des guerres napoléoniennes. 4 ans plus tôt, par ailleurs, la Prusse a pris l'initiative de grandes fêtes pour commémorer le 50e anniversaire de la bataille de Leipzig, avec le souci d'y associer l'ensemble des États allemands. Un an après donc la bataille de Sadowa, la perspective de l'unité allemande sous l'égide de la Prusse se renforce. On pourrait évoquer encore d'autres visites, je n'en citerai qu'une, celle de l'empereur d'Autriche, François-Joseph, qui débute le 25 octobre. Le souverain autrichien, toujours 1867, est particulièrement choyé, un an après la défaite de Sadowa et quelques semaines après la mort au Mexique de son frère Maximilien. L'Empire d'Autriche s'est mué en une double monarchie austro-hongroise. François-Joseph a été couronné roi de Hongrie le 8 juin 1867 et s'amorce un projet de rapprochement franco-autrichien afin de contrecarrer la puissance prussienne en germe. Là encore, François-Joseph est présent aux Invalides. Il va même s'entretenir avec des soldats blessés pendant la guerre d'Italie 8 ans plus tôt. Venons-en pour terminer aux visites à l'époque de la Troisième République. Vous le savez, la Troisième République s'établit à partir du 4 septembre 1870 sur les décombres du Second Empire, mais Napoléon n'est pas emporté par la vague anti-bonapartiste qui submerge alors le pays. Et plusieurs visiteurs vont se présenter aux Invalides. En juillet 1873, c'est une visite qui m'amuse beaucoup, le Shah de Perse est en visite officielle à Paris. Un programme chargé l'attend le 10 juillet. Il annule des visites pour cause de fatigue, mais à 16 h, décide malgré tout de se rendre aux Invalides sans escorte et en voiture découverte, précise le journaliste du Figaro. Traversant en voiture la cour d'honneur au milieu de 2 rangées d'invalides, il va droit à l'église, se débarrasse de son épée au moment de descendre dans la crypte, accompagné du docteur Tolosan qui assure la traduction. Il est accueilli par le gardien du tombeau, Pierre-Julien Heudier, dont je vous parlais à l'instant. Le Shah repère que Heudier porte la médaille de Sainte-Hélène et lui demande s'il était à Waterloo. Heudier répond par l'affirmative et précise qu'il avait alors 16 ans. C'est un fait, il est né en 1799. Puis devant un faisceau de drapeaux, le visiteur s'informe de leur origine. Heudier, désignant un drapeau pris à Eylau, s'exclame « Autrichien ». « Non, Prussien », rétorque le Shah, qui montre l'aigle noir figurant sur le drapeau. Il se fait ensuite présenter le chapeau de Napoléon et l'épée d'Austerlitz et s'écrie « Austerlitz, Napoléon, grand roi, bien grand roi ». Le chroniqueur souligne l'émotion du visiteur et voit poindre une larme sur sa joue, puis le souverain de Perse sort du caveau et achève le tour de la crypte. Il refuse ensuite de s'attarder devant les tombeaux de Turenne et de Vauban, mais s'arrête devant ceux de Duroc et de Bertrand pour les saluer d'un « vrais ami ». Le journaliste Alfred Daunet se dit particulièrement impressionné par la connaissance qu'avait le Shah de l'histoire militaire du Premier Empire. Le Shah va du reste revisiter à nouveau le tombeau lors d'une visite suivante en juin 1878. Et c'est avec les années 90 que s'accélère ce mouvement de visite, au moment où la
France, sur le plan diplomatique, se desserre l'étau qui pesait sur elle et renoue des relations, notamment avec la Russie. En 1896, le voyage du tsar Nicolas II se prépare. Il s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre la France et la Russie, amorcé au début des années 90. Nicolas II vient d'être couronné empereur de Russie en mai et a émis immédiatement le souhait de venir en France. La nouvelle est connue en août. Elle fait sensation car l'événement est exceptionnel au point d'attirer de nombreux correspondants étrangers. Le 5 octobre, le tsar et l'impératrice sont reçus en grande pompe par le président Félix Faure. Vous m'excuserez ce jeu de mots, enfin cette proximité des mots. Le programme est chargé, mais le tsar manifeste sa volonté de se rendre aux Invalides, où le tombeau de Napoléon l'attire. Le couple présidentiel accompagne les souverains russes en une scène qui sera immortalisée par le peintre Bérou. L'année suivante, c'est la visite du roi de Siam, qui ne fait pas l'unanimité dans la presse, et je vous renvoie à l'article pour plus de détails sur cette visite du roi de Siam dans une volonté de rapprochement entre deux États qui ont des frontières communes en Asie. En 1903, le projet d'un voyage du roi d'Italie en France agite les milieux de la diplomatie. Aucun souverain italien ne s'est rendu à Paris depuis Victor Emmanuel II en 1867. Entre-temps, l'Italie a rejoint la Triplice, alliance entre l'Autriche et l'Allemagne. Par ailleurs, la question romaine a entravé les relations entre la France et l'Italie. Du reste, bien que le gouvernement Combes soit réputé pour son anticléricalisme, le voyage du roi est repoussé à l'annonce de la maladie du pape Léon XIII. Ce voyage se déroule finalement en octobre 1903, après la mort de Léon XIII et l'élection de Pie X, qui a eu lieu en août. Le roi et la reine d'Italie visitent les Invalides le 16 octobre 1903, mais ne descendent pas dans la crypte. Le roi a considéré donc d'en haut le tombeau et, nous dit-on, en silence. 2 ans plus tard, c'est le roi d'Espagne qui est à Paris. Le souvenir de la guerre d'indépendance conduite par les Espagnols contre les armées de Napoléon est dans toutes les mémoires. Pour autant, le souverain n'élude pas les Invalides. Il visite le tombeau le 31 mai 1905, après s'être rendu directement à l'église. Il n'a pas passé en revue les Invalides dans la cour d'honneur, comme à l'accoutumée, mais il descend dans la crypte. Il s'arrête, note un chroniqueur, un instant, comme absorbé par les souvenirs de l'histoire, et il s'incline dans le silence solennel de la crypte. Ainsi, on le voit, et j'en termine, à partir de 1840, et surtout sous le Second Empire, la visite au tombeau de Napoléon devient un des passages obligés pour tout souverain étranger venant à Paris. La visite de la reine d'Angleterre en 1855 a en quelque sorte imposé les Invalides dans le programme des visites officielles, ce que l'exposition universelle de 1867 entérine. Désormais, le personnage de Napoléon fait consensus, et les visiteurs originaires des 4 coins du monde souhaitent voir son tombeau. Cette attirance ne faiblit pas avec la Troisième République, surtout après 1890, quand reprend une intense activité diplomatique. À l'heure où, sur le plan intérieur, la République répugne à célébrer le centenaire du consulat et de l'Empire, elle exploite sans retenue le souvenir de Napoléon à des fins diplomatiques, enracinant une tradition que les chefs d'État des 2 siècles suivants ne remettront pas en cause, au moins jusqu'en 1940, mais là, c'est une autre histoire. Je vous remercie de votre attention.